C'est avec une grande émotion et une joie immense que je m'adresse à vous ce matin pour deux raisons. La première est un devoir de remerciement envers tous ceux qui nous ont soutenus, mes compagnons et moi, pendant l'épreuve que nous venons de traverser. Nos remerciements vont d'abord à l'endroit de nos avocats, Maître Béné Kwame Lambert, Innocent Eric Saki, Zoku Seri, Roselyne Akaseripa et Daligou. Vous vous êtes mobilisés spontanément pour nous assister et seul Dieu vous le rendra. Nous remercions également tous les avocats qui nous ont suivis et soutenus comme Maître Ndri Claver. Nos remerciements s'adressent ensuite à la presse et aux cyberactivistes de la société civile et de l'opposition qui ont produit tous les jours des publications et des articles pour demander notre libération. Nous savons que c'est grâce à vous que l'opinion nationale et internationale a pu suivre et soutenir l'évolution de notre incarcération. Nous vous renouvelons nos vifs remerciements. Nos remerciements vont également à l'endroit des chancelleries qui ont fait un travail de fond. Nous remercions donc tous les ambassadeurs et particulièrement le président de la République française qui a porté une attention particulière à notre libération et au député français Michel Larive de la France Insoumise qui n'a ménagé aucun effort pour demander notre libération tant par une conférence de presse que par des courriers à toutes les autorités et juridictions. Tous nos remerciements vont également aux leaders de l'opposition. D'abord aux 20 organisations de la société civile qui ont dénoncé notre incarcération abusive dès les premières heures. Merci à vous, chers confrères et consoeurs, particulièrement les membres de ACI, notre dynamique SG et mon porte-parole, l'ONG OIDH, Amnesty International, qui fait beaucoup dans l'ombre, le CIDDH, la FIDOP, Frontline Defender et Novox Côte d'Ivoire de ma dynamique petite sœur Yvonne Tova. Ils nous ont appuyés sur tous les plans. Que Dieu vous bénisse. Nos remerciements également à tous les leaders de l'opposition, avec à leur tête le président Henri Konan Bédié, qui se sont mobilisés et qui ne nous ont jamais oubliés, ni dans leurs discours, ni dans leurs négociations. Excusez-moi, je vais remonter le test ici. Ça ne marche pas. Ok. Nous remercions les guides religieux qui sont connus pour agir efficacement dans l'ombre. Que le Seigneur vous rende vos démarches et vos prières en faveur de tous les prisonniers. Enfin, il est important pour nous de remercier le formidable peuple de Côte d'Ivoire qui, malgré ses souffrances, trouve la force de plaisanter et de garder le sourire. Grâce à vous, nous avons supporté dignement cette épreuve. Nos remerciements vont donc à l'endroit de toutes ces personnes anonymes qui nous ont soutenus moralement, spirituellement et financièrement. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes ces bonnes volontés qui ont porté assistance à nos familles. Vous vous êtes mobilisés dans toutes vos couches et nous n'avons pas le droit de vous trahir. Sachez que notre priorité réside dans votre bien-être à travers l'instauration d'un état de droit et une meilleure gouvernance de nos ressources. Pour vous, nous irons jusqu'au bout de ce combat. La deuxième raison de cette conférence de presse, c'est d'appeler tous les acteurs politiques et ceux de la société civile à œuvrer dans le sens de la réconciliation. La réconciliation, en principe, est un vaste programme qui inclut la libération de tous les prisonniers politiques, le retour sécurisé des exilés et le règlement courageux de certaines questions sensibles, dont la nationalité, l'immigration et la gestion du foncier. Et cela ne peut se faire qu'à travers un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux depuis le début de notre lutte pour un état de droit. Nous demandons donc encore une fois ce dialogue inclusif après la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de tous les exilés. Tels que les leaders de l'opposition ont été arrêtés et sont libres, nous souhaitons la libération de tous ceux qui ont exécuté leur mot d'ordre. Donc, après 2 mandats sans réconciliation, nous espérons que ce dernier mandat qui a fait tant de victimes, cela sera celui de la vraie réconciliation
sans ruse et sans faux fuyant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et nous aide à la restauration d'un état de droit. Je vous remercie. Merci. Merci vraiment à vous tous d'être là. Nous sommes une organisation de la société civile et notre rôle, c'est de veiller à ce que les principes démocratiques et citoyens soient respectés dans le pays. Quand ce n'est pas respecté, il est de notre devoir de le dénoncer. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en combattant le 3e mandat qui, malgré tout, s'est fait. Et donc, quand nous disons que nous allons aller jusqu'au bout, c'est pour dire que notre incarcération n'entache en rien notre détermination à lutter pour un état de droit. Et donc, nous ferons tout ce que nous pensons devoir faire pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous appelons aller jusqu'au bout. La seconde question de M. Jacques Régis. Vous avez été libéré nuitamment. Qu'est-ce que les juges ont décidé? Oui. Bon, moi, quand on m'a appelé, on m'a dit que je bénéficiais d'une liberté provisoire. Je leur ai demandé, ça veut dire quoi provisoire? Ils m'ont dit que le lundi, à 10 h, j'ai rendez-vous chez le juge pour qu'il me donne plus de détails. Et comme nous tous, nous savons que souvent, il y a des restrictions qui empêchent les gens de communiquer, c'est pour cela que j'ai tenu à faire cette conférence de presse aujourd'hui pour parler avec vous avant qu'on m'interdise de parler. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. C'est lundi que nous serons tous le cadre juridique réel de cette liberté provisoire, ou du moins son contenu. Madame Christelle Pierre de TV5 veut savoir les conditions de détention. D'accord. Donc, le second volet est déjà répondu. Par rapport aux conditions de détention, je voulais revenir d'abord sur les conditions de mon arrestation. Il est important de relever que la plupart des personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la désobéissance civile ou du non au 3e mandat n'ont pas été arrêtées régulièrement. Nous sommes d'abord enlevés et envoyés dans un lieu inconnu de nos proches. Et donc, tout le temps que vous êtes là-bas, on ne sait pas où vous êtes, qu'est-ce qui vous est arrivé. Et un matin, vous réapparaissez dans le système normal. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été arrêté le 15 août avec mes compagnons à Yopougon, dans un hôtel de la place où on était en séance de travail. Et on nous a envoyés à Sebrouco. Personnellement, je n'ai pas été torturée, mais certains témoignent d'avoir subi des tortures. Et c'est le 16 août, à l'après-midi du 16 août, donc 24 heures après, que nous avons été envoyés à la préfecture de police. Et c'est là que nous sommes entrés dans le système normal. On a fait 3 jours là-bas avec 2 jours d'audition. Et c'est le mercredi 19 août qu'on nous a déférés à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Donc, les conditions de détention, vraiment, c'est une question qui est assez lourde. Je vais essayer de résumer les choses. Je ne sais pas comment c'est dans les autres prisons, mais les conditions de détention étaient un peu difficiles, mais nous avons réussi à nous adapter. On n'avait pas le droit de communiquer, et quand c'est comme ça, c'est difficile parce que une fois que vous êtes incarcéré, vous êtes privé de toutes vos libertés, vous espérez au moins être libre de parler avec vos proches, ça réconforte. Bon, ce n'est pas le cas. Actuellement, les prisons sont surchargées. On le dénonçait déjà avant notre incarcération. Avec l'arrivée de la Covid, le chef de l'État avait promis désengorger les prisons. Ça n'a pas été fait. Et ça a été pire avec les arrestations du non au 3e mandat et de la désobéissance civile. Les prisons sont actuellement surchargées. On en libère 1, on en fait entrer 20. Et donc, tous les jours, il y a de nouveaux prisonniers qui arrivent. Il n'y a pas de place. C'est vraiment difficile. Ça expose aux maladies. Les conditions d'hygiène aussi ne sont pas bonnes. Et donc, c'est vraiment difficile. Les conditions même pour s'alimenter aussi, c'est vraiment difficile. Mais il faut reconnaître, en tout cas pour ce qui me concerne, que l'administration pénitentiaire est assez humaine. Et donc, on ne nous maltraitait pas de façon particulière.
On avait les mêmes droits que tous les autres prisonniers. On a réussi à s'adapter, mais ce n'était pas facile en termes de liberté, en termes et bon, je pense que c'est ça aussi l'objectif d'emprisonner quelqu'un, hein. C'est de le priver de certaines choses, lui faire ressentir certaines frustrations. Et donc, je ne sais pas si ma réponse est bonne, mais d'une façon générale, ce n'est pas facile d'être en détention. Les conditions sont difficiles, surtout avec la surpopulation. Et comme on ne fait pas aussi comment on va dire, de catégorisation des cellules, je veux dire que dans une cellule, nous par exemple chez les femmes, on n'a pas de cellule pour les personnes politiques. Vous voyez? Donc dans une cellule, il y a de tout. Donc on peut vous mettre avec une meurtrière, on peut vous mettre avec une droguée, on peut vous mettre avec, voilà. Et donc vous imaginez un peu que ça crée beaucoup de tensions. Il faut gérer les humeurs, les comportements, c'est pas facile. Mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu supporter tout ça. Donc si vous voulez d'autres précisions, on verra, mais c'est ce que je peux dire pour l'instant concernant les conditions de détention. Les gens, ils disent une chose et ils font leur contraire. Est-ce que c'est normal que nous, qui sommes de la société civile, qui constituons, on va dire, un arbitre social, on fait le contrôle citoyen de l'action publique, est-ce qu'il serait normal qu'on nous interdise de parler? Bon, si on nous interdit de parler, c'est qu'on n'est plus en démocratie, parce que nous, c'est la parole seulement que nous avons comme moyen d'expression. Et donc, moi, je pense que si on nous interdit nos activités, ça voudra dire que c'est une entrave aussi à notre liberté d'expression. Dans tous les cas, lundi, on sera tous situés sur le contenu de cette liberté provisoire. S'il y a des restrictions, on aura le temps d'en reparler. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas nous empêcher de nous exprimer. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Dans toutes les luttes, on laisse des plumes. C'est dommage qu'il y ait eu des morts, ce n'était pas l'objectif. Personnellement, on avait lancé un appel à des marches pacifiques et je ne pense pas que des marcheurs puissent s'auto-agresser. Nos marcheurs ont été agressés par qui? Ça, c'est la justice qui peut nous dire. Dans tous les cas, le regret qu'il y a, c'est un peu, comment on va dire, le manque de solidarité entre tous ceux qui défendent la même cause. Mais comme ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, je n'en dirai pas plus, mais il n'y a pas de regret à avoir. Quand on lutte, on fait le bilan et puis on recharge ses batteries pour avancer. Donc notre moral, il est très haut. Il est très haut et notre expérience à la MACA nous a donné encore d'autres sujets de lutte, on va dire d'autres objets de lutte, et parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le système judiciaire, et c'est quand vous êtes incarcéré que vous entendez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Donc nous sommes au contraire regaillardis et nous pensons que aucune expérience n'est vaine. L'incarcération a été formatrice, ça nous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres raisons de lutter. Et donc, on va continuer de défendre les droits des Ivoiriens. Un message aux Ivoiriens. Ce qu'on veut dire aux Ivoiriens, c'est qu'il faut que les Ivoiriens réalisent la nécessité de se mettre ensemble pour lutter pour un état de droit. C'est l'état de droit qui garantit de façon effective la démocratie. Et si les gens sont toujours dans le suivisme, dans le fanatisme, on ne va pas arriver à grand-chose. Il faut que les gens se détachent de certaines décisions politiques pour les analyser en tant que citoyens et prendre leurs responsabilités dans le sens qui arrange tout le monde. Si chacun se met dans cet esprit-là, je pense qu'on aura un peuple responsable et les politiciens qui sont véreux, je ne dis pas que tous les politiciens sont véreux. Ceux des politiciens qui sont véreux n'auront plus de terrain fertile pour emmener le peuple à faire des choses qui ne vont pas dans le sens
de la réelle démocratie dans le sens des intérêts du peuple lui-même. Donc, nous voulons demander aux Ivoiriens de se mettre vraiment dans un esprit beaucoup plus responsable parce que notre pays a beaucoup de problèmes. Vous voyez la souffrance des gens. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas indexer ceux qui se permettent de lutter comme forcément des opposants. Nous ne luttons pas contre une personne, nous luttons contre un système. Et ce système-là, s'il a des défaillances, il est de notre devoir de le relever. Donc, il faut que chacun se mette dans cette peau-là parce que c'est dans notre intérêt à tous qu'on arrive vraiment à construire cet état de droit-là. Et nous comptons vraiment sur chacun pour faire un vrai bilan à leur niveau, à chacun à son niveau personnel, afin de s'engager davantage dans la défense des droits de l'homme, dans la défense de l'état de droit, dans le soutien des organisations comme les nôtres qui luttent pour le bien-être du peuple. Le nombre de personnes libérées. Il faut déjà connaître le nombre de personnes incarcérées. Ça aussi, c'est pas évident. Bon, en fait, le nombre total il y a plus de 400 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la désobéissance civile. Mais comme les libérations se font de façon décousue, et puis c'est pas vraiment transparent, on n'a pas le point précis des libérations, parce que parfois vous êtes là, on dit on a libéré 5, on a libéré 10. Bon, on n'a pas toujours les moyens de vérifier, mais on doit être autour de 130 personnes à l'heure actuelle. Quand j'étais en service au BNET, j'avais créé un syndicat, le SLT BNET, et il était mon adjoint. Donc, parce que moi, on m'en voulait, on l'a automatiquement associé à tout ça. Il a été arrêté sur son lieu de service par des personnes encagoulées, ce qui n'est déjà pas normal. Et il a été arrêté le 13 août. Du 13 au 15 août, on ne savait pas où il était. C'est quand on l'a retrouvé à Sobroko qu'on a su qu'il était à Sobroko. Il a subi des tortures et Dieu merci, il va bien. On a su, voilà. Il y a Gédéon Baou qui est absent parce qu'il ne se sent pas bien. Et puis derrière, il y a Cyril Djehi. Il est l'ancien coordonnateur de l'urgence panafricaniste en Côte d'Ivoire. Il est membre de ACI, président du syndicat des importateurs de véhicules. Eux, ils ont été victimes de la mesure qui interdit l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Vous savez que ça s'est fait sans mesure d'accompagnement réel et ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui se retrouvent désœuvrés, de même que tous ceux qui travaillent dans la filière. Donc lui aussi, il a été arrêté. C'est avec lui et Gédéon que j'étais en séance de travail quand on est venu nous prendre à l'hôtel. Donc il a subi également ces 8 mois de détention. Bon, vous voyez bien que par la grâce de Dieu, nous avons bonne mine. Le mot de fin, c'est vraiment de remercier encore une fois toute la presse et tous les cyberactivistes. Votre rôle est vraiment important et nous, on compte vraiment sur vous pour que l'opinion soit éclairée. Donc, on voudrait vraiment vous dire merci. On voudrait aussi adresser toutes nos condoléances aux parents de tous ceux qui sont tombés dans le cadre des différentes manifestations. Vraiment, toute notre compassion et aux blessés également. Et on voudrait aussi remercier encore une fois tous ceux qui se sont mobilisés pour nous soutenir, que ce soit en Côte d'Ivoire comme ailleurs dans le monde, dans la diaspora. Que vraiment Dieu vous bénisse, votre soutien apporté. Aujourd'hui, nous sommes libérés et comme on le dit, la lutte continue. Je vous remercie.